Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette conversation autour des nouveaux récits. Vous êtes plus d'une centaine à vous être connectés en ligne, nous en sommes ravis. Je suis Laurence Denervaux, je suis la directrice de Destin commun, qui est la branche française de More in Common, une organisation qui est présente également en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne, et dont la mission est de chercher à unir des sociétés divisées. Notre approche consiste d'abord à essayer de comprendre ces divisions avec une méthodologie issue de la psychologie sociale et ensuite à travailler avec des organisations qui sont en mesure d'unir, de rassembler les Français. Alors le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui, dont le titre « The Endless Sea », la mer infinie, est inspiré d'une citation de Saint-Exupéry, est assez différent de ce que nous faisons habituellement. C'est une démarche très expérimentale qui a germé en fait, au cœur de la crise Covid à un moment où nous avons tous expérimenté à quel point il était difficile, angoissant même, d'être dans l'incapacité de se projeter. Ce projet vise modestement à tracer les contours et les conditions du succès de ce que pourrait être un nouveau récit pour demain. Alors ce projet n'est pas achevé, il reste ouvert et nous serons ravis ce soir d'avoir vos retours, vos suggestions. N'hésitez pas à écrire vos questions directement et précisément dans le chat. Nous les reprendrons à la fin de cette conversation et puis tous les commentaires que vous mettrons seront sauvegardés et partagés à l'issue de cette soirée. Alors personnellement, je dois vous dire que le titre de ce projet, La mer infinie, me parle beaucoup parce qu'il se trouve que je suis une fille de marin et que, enfant, j'avais systématiquement le mal de mer dès que je mettais le pied sur un bateau. Et dans ces circonstances, je me souviens que mon père me disait toujours « regarde l'horizon ». Et je dois dire que ça marche, ça aide. Mais pour autant, le but de ce projet n'est pas seulement d'essayer d'adoucir un petit mal-être personnel, mais l'ambition est beaucoup plus large. Il s'agit bel et bien d'unir les sociétés et le pari, qui est aussi celui de Saint-Exupéry, c'est qu'il y a un pouvoir d'unification dans le fait même de se projeter ensemble vers un au-delà désirable. Alors ce récit positif peut aussi, nous l'espérons, permettre de retrouver peut-être la fierté de notre pays, fierté qui est mise à mal aujourd'hui sur la scène internationale notamment, et une confiance dans notre destin commun. Alors les mots de Saint-Exupéry, c'est dans Citadelle, je vous les cite. « Créer le navire, ce n'est point tisser l'étoile, forger les clous, lire les astres, mais bien donner le goût de la mer qui est un, et à la lumière duquel il n'est plus rien qui soit contradictoire. » Voilà. Alors, pour réfléchir ensemble à ce récit commun, nous allons être rejoints dans un instant par Laurence Toubiana, qui a été notamment une des principales architectes de l'accord de Paris pour le climat en 2015, qui a également été coprésidente de la Convention citoyenne pour le climat et qui est aujourd'hui directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et qui préside également le conseil d'administration de l'Agence française de développement. Et puis, juste à ma droite, Priscilla Ludowski, qui est militante pour la justice sociale et environnementale. Elle a également, elle avait lancé la pétition sur la taxe carbone qui a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, dont elle a été l'une des figures principales. Et elle est aujourd'hui consultante pour plusieurs organisations. Et puis, Giuliano D'Ampoli, qui est Senior Fellow de More in Common. Bienvenue, Laurence Toubiana. Giuliano D'Ampoli, qui est aussi un éminent essayiste et écrivain, qu'on peut décrire comme un humaniste de la Renaissance réincarné au XXIe siècle, qui a été entre autres adjoint à la culture au maire de Florence et conseiller politique de Matteo Renzi, et qui est surtout l'auteur de ce rapport The Endless Sea. Et enfin David Jays, qui est haut fonctionnaire et qui vient de publier le livre de la rentrée, je crois qu'on peut le dire, le nouveau modèle français, voilà, que je vous recommande à tous très chaleureusement et dont il va nous tracer les lignes principales. Alors, ma première question va s'adresser, si vous le voulez bien, à vous, Laurence Toubiana, tout simplement pour vous demander pourquoi est-ce que nous avons besoin aujourd'hui d'un nouveau récit, et en particulier sur la cause qui est le combat de votre vie, la cause climatique, la cause écologique.
les scénarios pour demain, avec des variantes plus ou moins pessimistes, on les connaît, ils existent, ils sont dans les rapports du GIEC notamment. Par ailleurs, cette semaine, l'actualité met face à face deux récits de l'écologie politique, deux visions, l'une plus dans la continuité, l'autre plutôt dans la rupture. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir ce projet The Endless Sea et qu'est-ce que vous en attendiez ? Quand j'ai rencontré Giuliano, c'est maintenant 1 an et demi, je crois, ou un peu plus d'1 an, quelque chose comme ça. C'était plus court, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps. En tout cas, la question était, ces récits de catastrophes ne marchent pas pour plein de raisons. Hein. La catastrophe annoncée provoque, j'ai fait d'ailleurs un papier là-dessus, montre que la réaction naturelle, c'est effectivement de s'en préoccuper pendant 1 heure, 2 heures, éventuellement une journée, et puis après d'oublier parce que c'est trop difficile. De surcroît, l'ensemble des narrations sur le climat parlent de quelque chose qui est loin dans le temps, même si maintenant le mur s'est évidemment beaucoup rapproché, et que, en partie, ça a l'air de concerner les autres, alors qu'en réalité, le problème est déjà tout près. Et ces effets de distance temporelle et spatiale font que la narration de la catastrophe n'a pas vraiment généré d'action. Enfin, j'exagère parce que, en fait, quand on regarde depuis 50 ans, si on prend du recul, et notamment cette grande conférence qui a pour la première fois mis le climat dans l'agenda politique à Stockholm, bon, évidemment, on a fait énormément de chemin. Et donc là, l'idée de travailler avec Maureen Common et en particulier avec Giuliano sur l'idée, au fond, ça ne sert à rien de remobiliser la catastrophe, ça ne sert à rien d'essayer de trouver la solution, quel est le monde de demain tout fait, à quoi il doit ressembler. Alors on sait, il y aura des voitures électriques, l'énergie sera zéro carbone, on aura une agriculture biologique, tout ça, le futur technologique de la société soutenable, on le connaît. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir l'énergie pour y aller, ni l'envie d'y aller. Et du coup, la question était, est-ce qu'on peut générer de toute cette colère d'un côté qui est manifeste dans la société sous toutes ses formes, de l'énergie que, par exemple, les jeunes qui ont pris les rues en 2019 ont manifesté. Est-ce que pour transformer cette colère dans quelque chose de positif, dans l'énergie qui va faire changer? Et du coup, il faut bien un récit. Qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'y aller, une manière de regarder le chemin, à quoi il peut ressembler. Et donc, je me suis dit que c'était très important, plutôt au lieu de se fixer sur la société du futur toute faite, là, ce que souvent d'ailleurs le mouvement écologique a cherché à faire, quand ça n'était pas le récit de la catastrophe, c'était le récit du bonheur parfait de cette société idéale. Et le moment, la façon d'y aller n'est évidemment jamais indiquée et jamais invitée. Donc voilà, l'idée était vraiment de se dire, est-ce qu'il y a un chemin? Et est-ce que ce chemin, il peut être de la joie, de l'énergie positive, à la fois de l'indignation, parce qu'il en faut, sinon on reste là où on est, et en même temps la force pour dépasser ces obstacles. Donc d'où l'association qui est très réussie. Merci Laurence. Alors Giuliano justement va nous expliquer comment il a travaillé, quelles ont été ses sources d'inspiration qui, vous allez le voir, ont été multiples et très éclectiques, voire très inattendues pour certaines, et comment il a identifié ces fameux facteurs de succès d'un récit positif, puisque l'enjeu est que, aujourd'hui on le sait, les récits négatifs, les récits de la catastrophe ont en réalité beaucoup plus de puissance et d'efficacité, tout simplement du fait de la façon dont fonctionne notre cerveau, le cerveau reptilien. Et de ce fait, il est nécessaire d'adjoindre à ces récits positifs une dose d'énergie supplémentaire. Et Giuliano a précisément identifié des facteurs qui peuvent propulser ces récits positifs pour leur permettre de passer la vague. Giuliano. Merci. Pour rester sur la métaphore maritime, disons que vous savez qu'à l'époque, au Moyen-Âge et même au début de la Renaissance, les navigateurs et les cartographes, quand ils ne savaient pas ce qu'il y avait quelque part, ils écrivaient sur les cartes « ici, il y a des dragons ». Hein, parce que bon, c'était leur façon de gérer la peur et l'inconnu. Et je pense que c'est un peu le stade auquel nous sommes dans ce projet. C'est-à-dire nous n'avons pas fait de découvertes, fait de grandes découvertes, mais nous avons rencontré quelques dragons. Et le premier dragon, je pense que c'est exactement celui dont
dont vous parliez, c'est-à-dire le fait qu'on a besoin d'un récit positif, mais qu'on a grandi dans la savane, la race humaine part de la jungle, et que notre cerveau est fait pour réagir de façon beaucoup plus forte à un récit de catastrophe, à un récit avec des dystopies, etc. C'est pour ça qu'on voit presque que ça autour de nous. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés dont nous sommes, qui essaient de temps en temps de construire des messages positifs, mais qui impriment avec beaucoup plus de difficultés. Et donc, on a commencé par regarder des cas là, on s'est fait plaisir, franchement. On a regardé toutes sortes de cas de groupes, d'associations, même de sujets politiques locaux, nationaux, et qui, à notre avis, ont réussi à faire ce passage du négatif au positif sans perte d'énergie. On a regardé Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, on a regardé la campagne du maire d'Istanbul, on a regardé de gros mouvements comme Friday for Future ou Sunrise, et des petits trucs locaux en Suisse, au Brésil, en Italie. On a regardé The Burning Man dans le désert du Nevada. On s'est fait plaisir. On a regardé des parcs d'amusement pour enfants. On a vraiment, on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et on en a retiré ces 6 intensificateurs, disons, qui sont des ingrédients. Avant même de commencer à raconter, il faut considérer qu'on a besoin de ces ingrédients. Alors, le premier, bon, après, beaucoup viennent de la recherche More in Common aussi, beaucoup sont connus, mais on a essayé un peu de schématiser tout ça. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelait le fun factor, donc une forme festive quand même, qui est toujours présente dans les mouvements et même dans les narrations les plus régressives, même dans les mouvements qu'on voit anti-immigration. Par exemple, en Allemagne, il y avait de grandes marches dans les regroupements de Trumpistes, dans toutes les situations, même celles qu'on imagine de l'extérieur et qu'on décrit de l'extérieur comme animées par des sentiments de colère, de peur, si on les regarde de l'intérieur, on voit souvent qu'il y a un élément justement de festif, de communauté, presque de joie dans beaucoup de cas. Et ça, c'est quelque chose dont on a tout le temps besoin. On a vu dans les recherches de More in Common, par exemple, sur les laissés pour compte, disons so-called, qu'on appelle les laissés pour compte, on a vu que c'est un élément duquel on a un très fort besoin à tous les niveaux. Les gens expriment ce désir toujours. Alors vous pouvez avoir le meilleur récit du monde, mais si après ça se traduit par des slides en PowerPoint, ça va pas passer, ça va pas marcher. Il faut une façon différente de raconter tout ça. Premier élément. Deuxième élément, après si je suis trop long, Laurence, vous me dites et je fais des flashs encore plus courts. Le deuxième élément qu'on a vu, c'est la préfiguration, c'est-à-dire ce qui aide évidemment à imaginer le futur, c'est de pouvoir le toucher. Alors, ceux qui, on en a discuté beaucoup, et c'est d'ailleurs important dans le livre de David, quand il parle des objets, des projets concrets qui, dans les années 50 et en l'après-guerre, ont donné le sens concret et l'envie du futur aux Français. Et voilà. Et alors là, on a regardé justement, il y a une chaîne de parcs d'amusement pour enfants mexicaine qui s'appelle Kidzania, qui est un peu partout aujourd'hui, où les enfants peuvent aller tester leur futur, se comporter comme des grands et avoir une vie d'adulte. Il y a des catalogues Ikea du futur faits par des designers qui ont imaginé quels seront les artefacts sur la base de l'évolution de nos sociétés qui seront dans des catalogues Ikea
CA dans 10, dans 15, dans 20 ans. On a fait une étude de cas sur les Yes Men, qui sont un couple disons, de blagueurs, pas de blogueurs, mais de blagueurs très sophistiqués américains qui font de la reality correction, qui corrigent la réalité comme si les entreprises se comportaient si elles faisaient leur devoir, comme si la réalité était... Et c'est un cas très amusant, d'ailleurs, je vous invite à regarder les études de cas qui ont été réalisées par Victoire Morel, qui est avec nous aujourd'hui, et qui sont sur le site du NLSI. Donc, toucher le futur, les meilleurs mouvements, ils arrivent à faire ça. Le troisième élément, c'est un élément de transgression. On vit dans des sociétés qui sont tellement traversées par la colère et la rage que non seulement, encore une fois, le carnaval de Trump, de Bolsonaro, etc., il y a des éléments de transgression très forts. Mais même si vous voulez aller dans une autre direction, il faut transgrédir. Donc, le mouvement Fridays for Future, si Greta n'avait pas dit moi, j'arrête d'aller à l'école le vendredi, et si elle avait dit on manifeste gentiment le samedi, ça aurait probablement pas eu le même effet, parce qu'il y a quand même un élément non de rupture par rapport à la convention. Et donc, troisième élément. Quatrième élément, après, ils se lient tous un peu. Hein. Les unlikely heroes, c'est des héros improbables. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, les gens n'écoutent plus tellement les autorités traditionnelles, mais le problème, il va au-delà de la verticalité qu'on ne respecte plus et on cherche l'horizontalité. C'est les faits eux-mêmes qui ne sont plus très convaincants comme argument, alors que l'expérience personnelle reste paradoxalement, en vertu de sa subjectivité, mais de sa vérité, comme un vecteur beaucoup plus efficace dans la transmission des messages. Et donc cet aspect-là des bons porte-parole est quand même un aspect assez fondamental. Cinquième élément, le côté, j'ai perdu mon cinquième élément, ça m'arrive assez souvent, j'ai le sixième en tête. Est-ce que c'est Narcisse? C'est Narcisse, voilà. C'est-à-dire, on vit dans une société où il y a plus de morts chaque année par selfie dangereux que par terrorisme. Hein. Et Giuliano prend le contre-pied du discours très critique de la culture du selfie chez les jeunes à ce propos. Parce qu'évidemment, on peut critiquer ça, il y a des éléments, mais en même temps, c'est un besoin de reconnaissance, c'est un besoin de participation, c'est un besoin de contrôle sur son propre destin, de visibilité et tout ça. Et de toute façon, ça ne peut pas être ignoré. Donc, utiliser ça comme énergie, c'est quand même une énergie pour justement à chaque fois que ce soit clair quel est le rôle de chacun dans la photo à chaque moment. Ça, les ONG connaissent ça, et par exemple sur le climat, ça a été quand même assez bien fait. La politique ne connaît pas ça. La user experience de la politique, elle reste celle des années 50, avec quelques tweets en plus, mais c'est plus ou moins ça. Et donc là, le narcissiste comme producteur de changement, je crois que c'est aussi un élément important. Après, du coup, et ça c'est le sixième élément, le problème c'est un peu que la politique a quand même tendance justement aussi à sélectionner surtout des leaders narcissiques, alors que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est un type de leadership différent qui soit du coup un leadership empathique. Parce que non seulement on a vu ça pendant la phase Covid, on a bien vu tout le débat sur le leadership féminin qui a été plus efficace au niveau international. Il y a des études sur les États américains. Les États américains gouvernés par des femmes ont eu moins de morts et beaucoup moins de diffusion Covid. C'est un style de leadership différent, plus collaboratif,
qui se corrige soi-même, moins hubristique, ou si on fait une erreur, on la corrige au lieu de persévérer. On ne fait pas la guerre, mais on fait quelque chose, disons, qui est un processus beaucoup plus comme ça, beaucoup plus empathique, justement. Après, ce n'est pas une question uniquement liée au Covid. Dans une société polarisée, l'empathie est la seule façon de commencer à établir des points de contact entre des gens qui ne se comprennent pas, la seule façon d'entrouvrir la porte. Et évidemment, ce n'est pas une question de genre non plus, parce que les recherches prouvent que les femmes sont en général plus dotées d'empathie que les hommes, mais un leadership empathique est nécessaire à tous les niveaux. Et la campagne du maire d'Istanbul, qui a fait campagne sur l'amour, dans une situation très, très, très difficile et très tendue à Istanbul, avec succès, est un autre cas que nous avons trouvé assez intéressant. Merci, Giuliano. Alors voilà, on a 6 facteurs qui sont des facteurs de succès des récits positifs. Je voudrais faire réagir Priscilla Ludowski sur ces facteurs de succès, en particulier sur 2 aspects. D'une part, sur tout ce qui tourne autour du rôle de l'individu, de l'enjeu de partir vraiment des expériences individuelles, et comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on joint les 2 bouts entre cette exigence et en même temps l'enjeu de bâtir vraiment du collectif et de garder une vision d'ensemble, à la lumière de votre expérience du mouvement des Gilets jaunes notamment. Et puis ensuite, on peut parler aussi des leçons du grand débat et ensuite de la Convention citoyenne pour le climat avec Laurence Toubiana. Et puis deuxième aspect sur lequel Priscilla pourra réagir aussi, le rôle de la transgression. À quelles conditions est-ce que la transgression peut être utile et peut permettre de construire un projet collectif ? Ça fait pas mal de facteurs sur lesquels réagir. C'est intéressant parce que je retrouve un peu d'éléments dans chacun des facteurs en réalité, en tout cas ce qui concernait le mouvement des Gilets jaunes, mais même plus globalement. Pour l'expérience individuelle, je trouve ça intéressant parce que même les études de Destin commun le montrent. On a la sensation que... Alors déjà, on est certain qu'il y a une certaine défiance envers les politiques en général, et les chiffres aussi le disent. Ça se traduit par l'abstention qu'il y a au niveau des votes et des élections, mais on voit aussi en parallèle qu'il y a cette demande d'avoir des représentants qui nous ressemblent, qui ont vécu notre vécu, qui ont partagé nos expériences, qui savent concrètement de quoi elles parlent, et qui peuvent restituer des expériences concrètes et les traduire à travers des mesures politiques qui permettent de pouvoir... réaliser qu'il y a une certaine égalité, en tout cas une certaine justice qui manque tant, en fait, dans ce qu'on réclame au niveau des revendications des mouvements sociaux en général. Et en réalité, c'est en partie, je pense, lié à ce phénomène de transgression, puisque naissent de plus en plus des actions de désobéissance civile et qui viennent dénoncer des lois considérées comme étant injustes, des mesures injustes, qui viennent creuser les inégalités entre les profils, les différents profils de la société. Et donc, il y a des modes d'action qui viennent dire on note cette injustice, donc on vient dénoncer cette injustice, et comme on ne peut pas le faire de manière très légale, alors on va se montrer différemment. Et donc, ça se traduit par des occupations de lieux, ce qui est normalement pas légal, mais c'est une manière aussi de le lier à ce qui était dit pour l'un des facteurs qui concernait le narcissisme, le fait de s'exposer, de se mettre aussi en lumière, mais c'est aussi en parallèle se mettre en risque, puisqu'il y a illégalité, mais c'est aussi se mettre en risque par rapport au désaccord que peuvent avoir les autres qui ne comprennent pas pourquoi on se met en transgression lorsqu'on mène une action qui vient dénoncer ces injustices-là. Et effectivement, c'est comment réfléchir au mode d'action. Donc ça peut aussi faire le lien avec la question du comment on y arrive à ce récit. Il y a la construction, c'est le lien du faire avec, la question du faire avec les personnes qui décident et qui mettent en place des mesures, mais aussi comment on fait entendre notre voix, comment on se visibilise. Et se montrer, occuper des lieux, mettre en place des actions qui permettent de se montrer aux yeux de la société. C'est ce qui a permis aussi les réseaux sociaux. Ça a permis d'avoir un accès direct aux autres, puisque que ce soit les médias ou que ce soit... la communication en général qui mène la conversation nationale, comme le dit Destin commun, elle est très cloisonnée. Elle paraît inaccessible. Et dès lors qu'on on s'expose, on se met en risque, et dès lors qu'on
qu'on crie beaucoup plus fort qu'on ne devrait et qu'on se mette dans des lieux qui normalement ne sont pas censés être occupables, j'ai envie de dire, alors là, on est visible, alors là, on peut s'exprimer, alors là, on est écouté. Ça génère après des réactions, pas forcément positives, surtout lorsque ce n'est pas compris, et que le récit qui va avec cette action n'est pas raconté correctement, parce qu'il y a cet enjeu aussi avec les médias qui, par exemple, si je prends XR qui avait occupé un centre commercial, c'était avant le début de la crise, c'est en lien avec le dérèglement climatique, c'est en lien avec ce récit justement catastrophique qu'on entend. C'est pas par plaisir que des jeunes sont allés envahir un centre commercial. Donc si derrière le récit qui est fait par les médias n'est pas le bon, nécessairement ça génère des frustrations au sein de la société, nécessairement ça génère des désaccords et ça vient creuser davantage cette concurrence entre guillemets qu'il y a entre les gens qui se comprennent pas et cette défiance. Merci beaucoup Priscilla. Très utile ce partage d'expériences et ces remarques. Alors, on a parlé du pourquoi, est-ce qu'on a besoin de ce récit collectif et de ce récit positif. On a parlé pas mal du comment. On va peut-être parler un peu plus maintenant de concrètement ce qu'on peut mettre dans un projet pour demain. Ça a été l'entreprise dans laquelle David Jess s'est lancé dans ce livre, le nouveau modèle français. Alors, peut-être 3 points sur lesquels on va écouter David, et puis ensuite, chacun de vous 3, Giuliano, Laurence, Priscilla, pourront réagir. D'abord, tout simplement, David, quel est l'apport du nouveau modèle que vous proposez, qu'on peut résumer en une expression qui est l'économie du bien-être? Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Quel est l'apport de ce nouveau modèle au regard de l'urgence climatique en particulier? Alors, la vision de David dans son livre est extrêmement englobante, extrêmement cohérente. Et cette économie du bien-être a à la fois une dimension purement économique, mais aussi sociale et démocratique. Mais si on se focalise en particulier sur l'urgence climatique, est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce que cela apporte? Alors, je vais répondre à la question, bien sûr, mais je vais peut-être commencer par une réflexion sur le rapport entre les récits et les projets de société. Depuis les années 80, il y a beaucoup de gens qui disent, c'était le cas de Jean-François Lyotard par exemple, les grands récits ne sont plus possibles parce que nous sommes dans des sociétés postmodernes où l'individu a pris le pas sur le groupe, où les autorités, on va dire ça comme ça, sont questionnées. Ça a commencé avec la mort de Dieu et puis ça continue avec l'affaiblissement des États, etc. Et dans des sociétés aussi, comme dirait l'historien François Hartog, présentistes, c'est-à-dire où on a du mal à lier la catégorie du passé, celle du présent et celle de l'avenir. Et on voit que le régime médiatique est un peu tombé dans ce gouffre de l'immédiateté, puisque chaque jour, c'est une balle rebondissante nouvelle, la polémique, le tweet, le Zemmour, le machin. Et donc on a du mal à, en quelque sorte, écrire des récits ou à dire des récits. Et si les écrivains sont, comme le disait l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, la mémoire vivante de la nation ou de la tribu ou du groupe, quel qu'il soit, puisque déjà dans la Grèce ancienne, il y avait des aèdes, quel récit écrire aujourd'hui et que raconter aujourd'hui? Ça, c'est une première question. Moi, j'ai la sensation qu'il est possible d'écrire et de dire des récits. Mais au fond, ces récits, ils doivent s'articuler à un projet de société. Voilà. Ils doivent s'articuler à un projet de société. Et ce que j'ai essayé effectivement de faire dans le livre, c'est d'aller voir, au fond, la dernière fois qu'un projet de société ou qu'un modèle de société s'est constitué en France. Et mon intuition, c'est que c'était après-guerre. C'était après-guerre parce qu'en 1945, la France, comme beaucoup de pays d'Europe d'ailleurs, mais la France dans une situation très particulière, elle est confrontée à une double humiliation. Une humiliation bien sûr matérielle qui est liée à la destruction de 25% des infrastructures du pays, aux coupures d'électricité, au fait que tout le réseau ferré est endommagé, au fait que voilà, le pays est vraiment dans la panade en quelque sorte. Mais ce n'est pas le cas de la seule France. D'autres pays sont dans ce cas. Mais il y a une autre humiliation qui est psychologique, celle-ci, qui est plus grave, qui est liée à la fois à la défaite de 1940. On paradait en 1939, durant la drôle de guerre, en disant on a la plus grande armée du monde. Et on s'est retrouvé en quelques semaines submergé par la force mécanique allemande, à quoi il faut ajouter bien sûr la collaboration et une situation
de quasi-guerre civile en fait dans le pays entre 1944 et 1945, et sans le général de Gaulle et quelques autres personnes, probablement cette guerre civile se serait continuée et amplifiée au moment de la libération. Et en fait, ce qui va se passer dans ces années de libération, c'est sur fond d'une très grande conflictualité politique et sociale, parce qu'il y a un parti communiste qui est à 25%, qui veut mettre la France sous la botte de Staline. Il y a des désaccords dans la classe politique, et en plus, il y a une 4e République qui est assez instable. Mais il va se passer quelque chose d'extrêmement intéressant, dont je donne quelques aperçus dans le livre, mais qui a été beaucoup mieux étudié par un historien américain qui s'appelle Eric Chapman, et son livre vient d'être traduit en français, je vous le recommande, ça s'appelle « La longue reconstruction de la France ». Et en fait, on défend un peu la même idée, lui le fait avec toute l'érudition de l'historien, moi c'est plus synthétique si j'ose dire, mais il dit en fait un modèle de société va s'édifier presque indépendamment de la conscience des acteurs singuliers. Et la spécificité française d'après-guerre, c'est que ça va se faire dans un aller-retour permanent entre un État central qui est à l'impulsion, ça c'est une caractéristique française depuis des siècles, puisqu'on dit souvent l'État en France instituteur du social, et des contestations locales très fortes, qui démarrent d'ailleurs assez tôt, avec le mouvement Poujade par exemple. Et c'est dans cette espèce de jeu un peu conflictuel, très français au fond, entre un État qui impose, qui tire, pour le meilleur et pour le pire, et une demande de démocratie locale et des contestations locales, qu'un modèle français va se constituer. Il va se constituer autour de 3 traits centraux. Premier trait, c'est une très grande confiance dans l'avenir. Donc au fond, là, on est dans une théodicée progressiste assez classique qui ressemble un peu à celle d'un Michelet ou d'un Renan, enfin des penseurs républicains du 19e siècle. Ça, c'est pas très original. Enfin, c'est la fin d'ailleurs, c'est la dernière fois dans l'histoire de France qu'on aura cette confiance comme ça dans l'avenir. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. On ne peut pas en dire autant aujourd'hui, pour toutes les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure. Deuxième élément, un développement industriel sans précédent tiré par l'État et par une haute fonction publique qui se constitue à ce moment-là, notamment avec la création de l'ENA, qui met fin au recrutement clientéliste des grands corps qui était beaucoup critiqué dans l'entre-deux-guerres. Et en fait, à ce moment-là, en 1946, par exemple, on est tous atterrés en France de découvrir que la dernière aciérie française, elle a été construite en 1906. Et que la France est encore un pays excessivement, je cite les gens de l'époque, agricole. Et ça, tout le monde est d'accord. Du Parti communiste qui dit il faut produire, produire, produire. Maurice Thorez dit c'est même la forme la plus élevée de votre devoir de classe. À De Gaulle, en passant par Mendès France, Jean Monnet, bref, toutes les figures de la libération partagent ce constat qu'on pourrait dire aujourd'hui productiviste. Mais productiviste, c'est un peu un jugement de valeur, et à l'époque, en fait, on n'avait pas conscience que c'était productiviste. On disait juste qu'il faut rattraper en retard, parce que sinon, le thème de l'époque, c'est de dire, André Philippe, un grand résistant socialiste, disait « Sinon, on va finir comme l'Espagne de Franco », c'est-à-dire une espèce de pays réactionnaire qui entretient l'artisanat, une agriculture ringarde et qui n'est pas capable d'entrer dans le rang des nations modernes. Et si nous avons été détruits par l'Allemagne, c'est parce que nous n'avons pas été dans le rang des nations modernes. Et le troisième élément de ce modèle, c'est la sécurité sociale. Et là aussi, la sécurité sociale, elle fait l'objet d'un très grand compromis. Vous savez que c'est une création qui est à la fois le fait des communistes et puis de hauts fonctionnaires plutôt gaullistes comme Larocque, Parodi, etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choses qui font aujourd'hui partie d'un paysage, en quelque sorte. Et ce qui s'est passé dans les années 70, c'est qu'une grande partie de ce modèle s'est désagrégée sous l'effet de la mondialisation et des changements qui sont intervenus. D'abord, la partie économique et industrielle, puisque la mondialisation, les chocs pétroliers, etc., ont fait que tout cet appareil industriel planifié, nationalisé, tiré par l'État, etc., il s'est retrouvé en très grande fragilité. Et on est passé de l'État un peu pionnier à ce que Cohen a appelé l'État brancardier, c'est-à-dire un État qui essaie d'éviter les faillites industrielles, qui applique des pansements, etc. Bon. La confiance dans l'avenir, elle a été sévèrement entamée aussi par le fait que la progression salariale a été stoppée, et puis par un nouveau rapport au temps qui s'est développé avec la génération baby boom, c'est-à-dire les enfants au fond de la génération des résistants, qui eux ne comprenaient pas le discours un peu d'austérité tenu par leur père et leur mère, qui était de dire « travaillons dur, ça ira mieux après », parce qu'eux, ils avaient connu 2 guerres mondiales, la crise, etc. Et cette génération-là, elle était, on va dire en termes marxistes, qu'elle voulait un petit peu aligner
son mode de vie sur son niveau de vie. Et comme le niveau de vie avait considérablement progressé durant ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, eh bien, elle voulait aligner son mode de vie. Et donc, on voit que tout ce modèle s'est un petit peu désagrégé, et pourtant, nous vivons encore dedans. Et moi, il me semble, par exemple, que le mouvement social sans précédent des Gilets jaunes, il manifestait de manière très légitime l'attachement à des pans entiers du modèle, la solidarité sociale, la solidarité territoriale, une certaine idée de la justice réalisée par l'État. Et il manifestait une très forte incompréhension sur le fait que non seulement l'État n'était plus capable de pourvoir à cette solidarité sociale et territoriale, mais qu'il était même devenu le principal responsable de l'inégalité et de l'injustice, puisque en augmentant la taxe carbone, il frappait les foyers ou les ménages qui étaient les moins aisés ou qui devaient prendre leur voiture pour aller travailler, etc., etc. Face à cette impasse, parce que nous sommes dans une impasse, il y a deux urgences. Il y a le Et projet... on peut faire mentir la catastrophe, Voilà, comme vous le dites, c'est exactement. Il y a deux urgences. Il y a les récits, la bataille des récits, ça c'est ce que Giuliano et Laurence Toubiana ça. Et le projet. ont très bien décrit. Et puis il y a le projet. Et donc moi, ce que je propose, mais c'est qu'une contribution, c'est une pierre parmi d'autres, c'est de réfléchir justement à ce que pourrait être ce projet français. Alors si on reprend mes trois catégories, c'est pas 6, c'est 3. Le rapport à l'histoire, l'infrastructure économique et la société. Sur le rapport à l'histoire, on ne peut pas être dans une théodicée progressiste, puisqu'effectivement, nous avons l'horizon de la catastrophe. Mais pourtant, comme Laurence, moi, je ne crois pas qu'on puisse construire quoi que ce soit simplement dans l'horizon de la catastrophe. Donc, il faut que nous trouvions un esprit qui est un peu ce qu'essaye de faire Jean-Pierre Dupuy, par exemple, c'est-à-dire c'est de dire cette catastrophe est possible, sauf si. Et c'est dans ce sauf si, c'est dans cet intervalle-là que nous pouvons construire un nouveau rapport au temps. On dit souvent que Jean-Pierre Dupuy, c'est un penseur du catastrophisme éclairé. C'est absolument ridicule. Et d'ailleurs, il est le premier à s'énerver qu'on dise « vous êtes un catastrophiste éclairé ». Parce que Jean-Pierre Dupuy n'est pas un catastrophiste éclairé. Jean-Pierre Dupuy, exactement comme les planificateurs d'après-guerre, nous dit « il est possible d'éviter la catastrophe si nous nous concertons et que nous construisons une image désirable de l'avenir ». Exactement le projet que proposait Jean Monnet avec le plan à l'époque. Sauf que cette image désirable, elle est littéralement différente de ce qui a été fait dans les années 50-60. Et c'est là que je développe en quelques mots ce qu'elle pourrait être. Sur le plan économique, je crois que nous entrons dans une société et dans une économie des usages. C'est-à-dire que dans l'après-guerre, nous étions dans une économie industrielle où l'enjeu, c'était de surconsommer, c'était l'abondance de choses. Abondance de biens ne nuit pas. Vous connaissez tous ce livre de Georges Perec qui s'appelle « Les choses », qui raconte l'histoire de ce couple des 30 Glorieuses, Jérôme et Sylvie, qui exercent une sorte de bullshit job. Ils sont publicitaires, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais l'objectif, c'est de gagner bien sa vie pour s'acheter des rideaux, une table basse, une voiture, un robot de piscine, etc. Acheter, acheter, acheter. Nous entrons, me semble-t-il, aujourd'hui, dans une société où ce qui compte, ça n'est plus tellement la possession de l'objet. Et c'est pour ça que je ne suis pas loin d'être d'accord avec Giuliano sur les selfies, même si je trouve ça un peu narcissique quand même. Ce qui compte, c'est l'expérience. Je donne un exemple très trivial, mais qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant. Quand vous achetiez un pneu Michelin dans les années 80, on vous vendait le pneu, puis vous rouliez avec le pneu, et puis quand il était usé, vous le mettiez à la casse, vous en achetiez un autre. Aujourd'hui, Michelin vous vend un service de mobilité. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une expérience de mobilité. Et donc, il va y avoir un service après-vente, une application, pourquoi pas une solution de vélo aussi électrique, connectée à la voiture, etc. Donc, les gens veulent vivre des expériences. Et donc, les secteurs de cette économie du bien-être, il se trouve que c'est des secteurs d'excellence française. L'agriculture, la santé, l'éducation, la culture, l'urbanisme durable, les énergies décarbonées. On pourra revenir sur ces choses-là, mais c'est des secteurs d'excellence française. Et ils ont pour mérite quoi ? D'être à la fois créateur de valeur, absolument sobre sur le plan écologique, et créateur de liens. Et en plus, créateur d'emplois, qu'on dit dans le jargon économique, non délocalisables, c'est-à-dire sur le territoire. Donc il faut, en quelque sorte, une planification, une action massive de la puissance publique pour développer ces secteurs, pour les faire innover de plus en plus. Et là, on a vraiment un projet économique qui peut être extrêmement intéressant. Et je pense que la France peut être leader européen et peut-être même mondial dans ce domaine de l'économie du bien-être, parce qu'on est aujourd'hui avec deux variantes du capitalisme, un capitalisme chinois de surveillance et un capitalisme américain de plateformes technologiques, qui ne sont pas adaptés à ces enjeux de transition écologique, de vieillissement démographique, à tout ce qu'on appelle en gros les transitions. Donc la France, elle peut être la championne mondiale des transitions. Et puis le dernier élément,
je parlais de la sécurité sociale tout à l'heure. La sécurité sociale, c'est essentiellement des flux financiers entre personnes. On cotise, on reçoit des transferts sociaux, on organise la solidarité nationale. Et d'ailleurs, c'est très puissant. C'est-à-dire que la dépense sociale n'a cessé de progresser et ça a réduit les écarts, y compris territoriaux. Il y avait des régions en France littéralement arriérées dans les années 50. La Bretagne, dans les années 50, c'est une région arriérée. Aujourd'hui, le territoire français est un des plus homogènes d'Europe. Il y a des inégalités sociales qui sont importantes, mais le territoire, dans son ensemble, est plus homogène qu'il y a 40 ou 50 ans. Mais ce qu'il faut construire aujourd'hui, à mon sens, et là c'était aussi une des leçons des Gilets jaunes, c'est du lien social et du lien civique entre les personnes. Parce qu'il y a une épidémie dont on n'a pas beaucoup parlé au moment du Covid, c'est l'épidémie de solitude. C'est la destruction des liens, le fait que les services publics ont fermé, les maternités ferment, le fait que les cafés ferment dans les petites villes, le fait que dans les ceintures périurbaines qui représentent 15 millions de Français aujourd'hui, il n'y ait quasiment pas d'aménité, le fait que voilà, on ne puisse plus créer du lien, se retrouver, fraterniser. Et donc là, il y a tout un plan Marshall à développer, au fond, pour créer des tiers-lieux, pour créer des services publics. Mais j'ai déjà été beaucoup trop long et on pourra revenir dessus. Alors oui, on va revenir sur la dimension lien social et aussi la dimension démocratique. Mais je voudrais demander à Laurence Toubiana quelle est sa réaction sur deux points en particulier. Comment est-ce que, au plan politique, vraiment, comment est-ce qu'on peut pousser ce type d'approche, la bascule entre l'économie de la consommation et l'économie des usages et des expériences? Quels sont les freins? Et vous qui avez été à la manœuvre pour les négociations, y compris au plan international, est-ce que vous pensez, comme David, que la France peut être la championne des transitions et comment? Peut sûrement, mais alors il faut s'y mettre. Hein. On n'en est quand même pas... et David dit à plusieurs reprises dans son livre qu'un des enjeux fondamentaux, c'est les changements de mentalité. Donc là, le combat oui. est... Alors, je ne sais pas si c'est mentalité. Je pense qu'en écoutant, en prenant beaucoup de notes, enfin tout ce que j'ai pu de ce que disait David, et si on se compare, et si on reprend, oui, le Conseil national de la résistance, quand ça s'est fabriqué, ce récit, effectivement, sous une forme conflictuelle et en même temps... avec une confiance collective, hein, en tout cas dans ce futur, et qu'on n'a pas. Je me demande si les mêmes acteurs peuvent faire les mêmes choses. Peut-être que c'est ça qui est ma question. Parce qu'en même temps, pendant toute cette période, et ce long XXe siècle qu'on a construit, la France, elle a installé énormément de pratiques, de visions, d'intérêts qui sont quand même bien ancrés. David, vous disiez on peut faire quelque chose de formidable sur l'alimentation et l'agriculture en France parce qu'on a plein de talents. Bon, pour l'instant, on est un des plus bloquants au niveau européen pour changer de modèle agricole. Je regarde ce qui s'est passé dans le plan de relance, mais encore une fois, je pense qu'on peut. Hein. On a des sols qui sont quand même très, très, très abîmés, donc il va falloir beaucoup réparer. Il faut beaucoup réparer, d'une certaine façon, pour reprendre un espèce de moment de positif, notamment pour transformer ces secteurs qui sont pour l'instant, comme on dit en anglais, un peu des gens installés dans leur certitude, avec une forme de désespoir pour certains. Hein. Moi, je me souviens d'avoir animé le Grenelle de l'environnement sur l'agriculture, quand devant un débat impossible entre les ONG, les agriculteurs et les pêcheurs, j'ai dit, bon, parlons du futur. Est-ce qu'on peut avoir un futur? Comment vous voyez le futur? J'ai vu se décomposer, et j'y pense tout le temps, un jeune agriculteur et un jeune pêcheur qui ont dit, mais non, nous, on n'a pas d'avenir. Donc, se projeter dans quelque chose de différent, c'est aussi amener toute une série de groupes à penser qu'ils peuvent faire différemment sans mourir, ce qui n'est aujourd'hui pas, me semble-t-il, encore dans ce mindset. Après, il y a la question, est-ce que l'État peut être le driver de cette économie de l'usage, alors qu'on voit que ce qui est en train de bouillonner dans la société française, c'est plutôt des tas d'initiatives et des tas d'inventions, d'organisations sociales, de projets qui, du coup, se heurtent à l'État. Lorsque, je prenais les circuits courts agricoles, par exemple, ou ceux qui ont voulu développer toutes ces semences paysannes, ils se sont heurtés à l'État. Pourquoi? Parce que l'État, il est aujourd'hui adossé à un système qui a envie de rester comme il est. Et c'est vrai que l'espace politique qui est offert au gouvernement, puisque il y a l'État, le gouvernement n'est pas l'État, d'ailleurs, le président Macron l'a vérifié. Mais n'empêche que c'est ça nos institutions. Et ces institutions, elles ont beaucoup de mal
à se projeter ou à libérer les choses qui font ce demain. Et je vois que dans cette idée de l'économie bien-être, auquel je crois complètement, ma fondation, évidemment, on investit derrière tous ceux qui veulent faire de l'électricité décentralisée, développer la mobilité, enfin, tout ce qu'on peut faire. Mais je vois qu'il y a dans la... J'ai pas fini de lire le livre de David, donc je ne veux pas dire des bêtises, mais il me semble qu'il y a ce facteur qui était essentiel à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et se bâtissant sur cette espèce d'honneur de la résistance quand même, parce que c'est le Conseil de la résistance qui aussi liste un peu ce que doit être notre projet de société, notamment la sécurité sociale, et que là, on ne voit pas en quoi il va sortir de sa verticalité, au fond, conservatrice, du point de vue de l'état de l'économie française. On l'a vu pour le plan de relance, on a au fond financé les mêmes sans leur demander grand-chose. Aujourd'hui, on ose à peine leur dire, il faudrait que vous rendiez l'argent si vous ne faites pas un peu mieux. C'est difficile de voir cette capacité de projection. Alors, au fond, et c'est moi ce qui m'a frappé dans l'expérience Convention citoyenne, c'est de se dire, peut-être qu'il faut trouver les drivers de changement, il faut mettre l'État dans une obligation de changer, parce que pour avoir été haut fonctionnaire longtemps, dans toutes sortes de situations, ça me paraît quand même un pari incroyablement difficile, alors qu'il y a la société française bouillonne. Donc comment on remet de l'électricité là, dans l'appareil d'État? Je ne sais pas. Décarboner, bien sûr. On a au moins 2 hauts fonctionnaires ici qui sont convaincus et décidés à faire changer les choses, c'est déjà ça. Il y a des réseaux de fonctionnaires auxquels on est super attentif d'ailleurs à ma fondation, et c'est très bien. Mais donc il y a quelque chose, peut-être que la recette, la soupe là qu'il faut fabriquer, elle n'a pas tout à fait les mêmes ingrédients. Et je dois dire que celui-là me paraît être le plus défaillant. Pour le reste, il y a plein effectivement de talents, d'innovation, d'expérimentation. Et cette colère sociale, et c'est ça qui était intéressant c'est ça qu'il faut continuer avec l'expérience de More in Common et avec Giuliano, on peut s'en servir, c'est de l'énergie. Et après tout, c'est d'énergie dont on a besoin pour se projeter. Donc voilà, mon challenge pour David, c'est là, l'État qui drive tout, je ne le vois pas. Je le vois surtout bien accroché avec la FNSE au ministère de l'Agriculture, avec Renault qui dit oui, je vais faire des voitures électriques, mais alors ne me bousculez pas. Avec Air Liquide qui veut faire de l'hydrogène, mais quand même comme avant, c'est-à-dire pas trop vert tout de suite. Enfin, tout cela, c'est ceux-là qui sont installés, qui sont les visiteurs du soir. Et c'est normal parce qu'un gouvernement, et j'ai été à Matignon pendant 5 ans, quand on est rue de Varennes, on n'a que des gens qui viennent vous voir, on ne sort pas et on négocie entre des intérêts qui sont constitués. On ne voit pas les gens. Et donc ça, c'est ce qu'a fait Priscilla. Elle a dit, les gens, là, on est là. Et en plus, on a plein de trucs à vous dire. Et je ne vois pas comment on casse ça. Franchement, j'étais dans un gouvernement positif, il y avait plein de gens brillants. N'empêche que ce qu'on fait, c'est de la gestion de conflits, d'intérêts organisés. Et c'est très difficile d'en sortir. Merci beaucoup pour ce témoignage franc, Laurence Toubiana. Je voudrais revenir à Priscilla justement sur la dimension renouveau démocratique dans le projet que propose David et la composante centrale de la question du lien social qui est extrêmement liée à ce renouveau démocratique. Peut-être David peut redonner très brièvement 2-3 des idées précises, concrètes auxquelles il a pensé sur ce thème-là. Et pour commencer simplement, je sais qu'il a notamment fait référence dans son livre à l'analyse de Florence Aubenas, le reportage qu'elle avait fait dans le Lot-et-Garonne, il me semble d'ailleurs, sur le mouvement des Gilets jaunes, dans lequel elle analysait ce mouvement, en tout cas une des dimensions de ce mouvement autour de la question de l'isolement et de la solitude et de la désocialisation, du manque de socialisation en fait de ces citoyens. Donc le projet de David propose aussi des réponses à ce niveau-là. Alors peut-être sur le renouveau démocratique, je laisserai la parole à Priscilla parce que je pense qu'elle a peut-être plus d'idées que moi, mais moi je voulais juste dire 2 mots par rapport à ce qu'a dit Laurence. D'abord, sur la question de l'État. Moi je crois que le mouvement des Gilets jaunes, ce qu'il a exprimé, c'est justement cette ambivalence de l'État est au centre de notre vie collective. Et c'est pas un hasard si quand on est allé sur les ronds-points, on s'est adressé directement à Emmanuel Macron, sans filtre. Parce qu'après tout,
Si c'était juste un mouvement de pouvoir d'achat, moi je ne crois pas que c'était juste un mouvement de pouvoir d'achat, les Gilets jaunes, c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais si c'était juste un mouvement de pouvoir d'achat, on aurait pu commencer par aller dans les entreprises demander des augmentations aux patrons. Parce que les entreprises, elles détiennent aussi une des clés. Mais ce qui montre que c'était beaucoup plus important que ça, c'est qu'on est allé sur les ronds-points, donc occuper de l'espace public, et qu'on est allé dire, au fond, on attend énormément de l'État, et la frustration, la colère et le ressentiment, il vient de ce que notre attente, elle est là, et de ce que l'État délivre est là. Et donc c'est dans ce différentiel, au fond, que se trouve la frustration et le ressentiment. Donc on ne pourra pas faire sans l'État. En revanche, comme vous, je pense qu'il faut le réinventer profondément. L'organe... Il faut l'infecter. C'est comme, je reprends le... c'est comme la biologie. C'est-à-dire qu'en biologie, vous avez des organes qui changent de fonction au fil du temps. Ça s'appelle en biologie l'exaptation. Et ce qu'il faut faire, c'est organiser l'exaptation de l'État. C'est-à-dire que l'État... il reste, j'ai presque envie d'employer un gros mot, anthropologiquement central dans l'imaginaire français, mais il faut qu'il change de culture. Il ne peut plus effectivement être dans la verticalité. Quand on a fait la décentralisation dans les années 80, 90, l'État, il a lâché des compétences aux collectivités, sauf qu'il a compensé ça par de la surréglementation, du surcontrôle, etc. Non, l'avenir de l'État, c'est effectivement de connecter les initiatives entre elles, de les amplifier, de les aider à passer à l'échelle. Parce qu'il a cette puissance égalitaire et unitaire que les initiatives locales. Effectivement, il y a plein d'initiatives formidables. Moi, j'ai travaillé dans une agence qui s'occupe des territoires. Tous les jours, j'avais des maires formidables qui s'occupaient des circuits courts dans les cantines, qui transformaient une économie très carbonée en économie verte, qui faisaient des expériences de participation citoyenne, des gens formidables. Mais je me disais... Là, il faut passer du contrôle à la confiance. Mais surtout, c'était des tout petits trucs qui ne pouvaient pas avoir une influence sur la société. Et donc, l'État, là, son rôle, c'est quoi? C'est pas de dire il faut faire comme ci, comme ça, et de juste d'être dans le surplomb et dans la réglementation. C'est d'être dans la percolation, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se fait de mieux, par exemple, sur les territoires à énergie positive et de donner à tous les autres territoires qui n'ont pas forcément eu cette innovation-là, voilà comment vous pouvez faire, voilà quelle est la recette, donc de former, de transmettre, de disséminer l'innovation. Donc il garde sa centralité, mais il change un petit peu de fonction. Alors Priscilla, sur le renouveau démocratique, territorial, social. Sur un peu beaucoup de choses. C'est vaste. Juste, excusez-moi un instant, n'hésitez pas à continuer à poser des questions sur Zoom, on pourra les prendre dans quelques instants. Oui, j'avais envie de réagir sur le côté récit catastrophe, où effectivement le récit qui est fait, mais beaucoup sur les sujets de dérèglement climatique, mais même sur d'autres sujets, parce que c'est pas mal anxiogène, ce qu'on voit à la télé, tous les sujets qui sont sciemment choisis pour alimenter le clivage. À côté de ça, les discours qui sont prononcés, que ce soit au sein des grandes organisations ou du gouvernement, viennent accentuer tout ça, en fait, viennent alimenter le côté anxiogène et puis les conversations qu'on peut avoir au sein de son entourage, avec ses enfants, le questionnement des enfants, et tout ça vient contribuer en fait à ce que ça génère beaucoup de frustration. Et effectivement, je pense que ce type de récit catastrophique, en fait, vient au mieux alimenter les peurs, et au pire, engendrer des réactions maladroites et voire agressives, que ce soit envers les personnes qui prononcent ces discours ou envers, après, ses cercles plus proches. Et pour réagir à ce que disait David, je pense que dans le comment, il y a beaucoup de volonté de faire avec, sinon à la place de. Et c'est un peu ce qui s'est traduit dans le mouvement des Gilets jaunes. Très rapidement, je sais qu'on me posait la question du pouvoir d'achat, et David dit vrai, très rapidement dans le mouvement, c'est-à-dire 10 jours exactement après la première manifestation du 17 novembre 2018, lorsqu'on a rencontré François de Rugy, qui était à l'époque le ministre de la Transition écologique. On lui a remis une synthèse des revendications, dont l'une était la création d'une assemblée citoyenne pour soumettre à la population des grandes décisions, telles que celles liées au climat, telles que d'autres sujets. Et donc, ça veut dire on veut faire avec vous. On ne veut pas vous laisser faire à notre place, on ne veut plus vous laisser faire à notre place. Ça, c'est ce que ça voulait dire, et c'était très tôt dans le mouvement des Gilets jaunes, ça. Ça s'est ensuite traduit avec le collectif des Gilets citoyens, qui a initié la Convention citoyenne pour le climat par sa revendication adressée à Emmanuel Macron. Et on voit par cette démarche-là qu'il y avait une volonté de plus d'horizontalité, mais aussi de construction avec d'autres. Et pour continuer sur le faire comment et comment construire ce récit, j'ai envie de dire que s'il y a peut-être une solution, en tout cas qui est palpable, c'est puisqu'il y a, en tout cas sur le sujet de la préservation de l'environnement, il y a un consensus très large sur ce sujet, la nécessité de préservation de l'environnement, l'inquiétude qu'on a envers les générations futures qui vont
être impactés négativement par ce dérèglement climatique, beaucoup le sont déjà, mais encore plus les générations qui suivent. Il y a aussi le fait qu'on ait remarqué lors de la création de la Convention citoyenne pour le climat que malgré que ce soit très peu de personnes, 150 personnes, elles sont ressorties de là, grandies d'une certaine manière, avec des éléments en leur possession qui auraient dû, selon moi, être transmises par les médias. Pour moi, elles ont ce rôle-là, au moins les médias publics, de servir les informations telles qu'elles sont et pas avec une certaine influence exercée par les détenteurs des chaînes, par exemple. Et on voit qu'au sortir de cet exercice-là, alors la difficulté, c'est effectivement le gouvernement il y a un mur en face qui fait que le lien à la décision et le côté effectif des mesures qui ont été créées par cette convention a été limité et n'a pas pu être possible. Mais avant ça, il y a eu cette intelligence collective, il y a eu cette construction, il y a eu ces échanges entre des gens qui ne se côtoyaient pas, peut-être pas, qui se côtoyaient peut-être pas à la base, et qui ont dû travailler ensemble pour trouver des solutions selon des méthodes qui leur ont permis d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à apprendre de l'autre et de partager cet espace qu'on leur proposait pour construire des choses. Et je pense qu'en sortant de là, on s'est rendu compte quand même que le projet qui a été servi n'était pas si différent de ce que faisaient les parlementaires et de ce que faisaient des ONG ou des associations. Donc comme quoi, quand on construit avec, il y a beaucoup plus de chances qu'on arrive à produire quelque chose de positif qui peut-être ne fait pas que tout le monde sera absolument d'accord, mais on peut travailler sur des points clés essentiels à changer et faire en sorte que ce soit beaucoup plus juste pour chacun et chacune. Merci beaucoup, Priscilla. Alors, le temps passe très vite, on arrive presque déjà au bout de cette conversation et on prendra dans quelques instants les questions. Je voudrais donner tout de même de nouveau la parole à Giuliano. Une des propositions importantes de David dans son livre tourne autour de l'idée moins de biens, plus de liens, cette expression qu'on connaît, avec beaucoup de propositions très concrètes que je vous invite à découvrir dans son livre. Sur ce point précisément, Giuliano a aussi réfléchi parce qu'il me semble qu'au-delà du modèle qui a dominé depuis l'après-guerre, le modèle de consommation de produits, il y a un autre modèle dont nous sommes assez largement prisonniers, qui est celui des réseaux sociaux, dont on dit souvent, quand il n'y a pas de produit, c'est toi le produit, c'est nous le produit. Ce modèle qu'on caractérise par le terme de attention extraction economy, dont le produit est notre propre attention, notre propre temps. Comment est-ce qu'on s'en extrait ? Giuliano a travaillé sur une réflexion autour du passage du online au on life, donc de en ligne à en vie et dans la vie réelle. Giuliano, en quelques mots. En quelques mots, pas si simple que ça, mais en Bien sûr. effet, je pense d'abord tout ce que dit David sur le bien-être, se recentrer sur cette dimension-là, me parle beaucoup. Je pense que c'est vraiment en lien avec ce que nous avons vécu dans la dernière année et demie. Ça a été une véritable crise existentielle au niveau individuel, personnel, familial et sociétal que nous avons vécu. Et en effet, ça a replacé l'accent beaucoup plus sur les épreuves personnelles, sur les conditions de vie réelles des personnes, sur le bien-être physique, psychologique, etc. des gens. À mon avis, la nouvelle proposition politique, elle devra beaucoup plus aller dans cette direction-là, donc dans une appréhension beaucoup plus concrète de la... Et on voit même des gens comme Grosjean Ballon, par exemple, qui faisaient des discours beaucoup plus abstraits, disons classiques, qui aujourd'hui Si on arrive aux épreuves se concentrent concrètes sur de la les vie. épreuves de la vie. Je crois que c'est intéressant à voir. Dans ce discours-là, il y a évidemment centrale la question de notre façon d'être au monde et donc toutes les questions dont s'occupe Laurence. Il y a la question d'une redistribution du respect, de la dignité. C'est plus que combattre les inégalités, c'est quelque chose de plus profond à l'intérieur de nos sociétés, et ça touche évidemment à des mouvements comme les Gilets jaunes. Et puis il y a quand même la question de notre rapport à la technologie qui, à mon avis, est assez mal posée. C'est-à-dire, on fait toujours la critique du capitalisme de la surveillance, des plateformes qui nous épient, etc.
il y a toujours cette critique-là ne marche pas. On voit que les gens ne s'intéressent pas à ce type de problématique, même s'il est très réel et il est très largement documenté, simplement parce que c'est trop confortable. Hein. C'est trop pratique quand même d'avoir l'algorithme qui vous guide, qui vous résout des problèmes, etc. Mais en même temps, je crois que ça provoque quand même un malaise qu'on n'arrive pas tout à fait encore à exprimer et que personne n'a réussi encore à interpréter de la bonne façon, mais qui a un malaise diffus par rapport à qu'est-ce qu'on fait de notre vie quand notre vie, on passe 10 heures, 12 heures par jour en face d'un écran de quelque type. Que devient notre vie par rapport à ça? Et ça va beaucoup au-delà du thème simplement de la surveillance. Et à mon avis, la seule façon, encore une fois, d'affronter cette question, c'est d'essayer de le faire d'une façon positive. C'est-à-dire, on n'y arrivera pas avec la critique et les arguments traditionnels des théories critiques, on y arrivera en réinventant une nouvelle forme d'art de vivre, disons, qui ne soit pas simplement ludiste, la destruction des outils technologiques ou la déconnexion, mais qui soit une façon de proposer, justement, il y a ce philosophe de la science italien, pour le coup, qui s'appelle Luciano Floridi, qui propose ce passage de l'online à l'on-life. On ne peut pas maintenant détailler ça, mais je crois que ça fait partie de cette réinvention positive par rapport à laquelle il y a un très grand potentiel. Parce que cette perte de contrôle-là, par rapport à des instruments qui vont me dire dans 2 minutes de me lever pour boire un verre d'eau parce que je ne bois pas depuis assez longtemps et je suis assis depuis trop longtemps, et puis vont me dire qu'il va falloir que je me dirige là pour faire quelque chose. Dans la perte de contrôle dont on parle toujours de nos sociétés, on dit la globalisation, la truc, à mon avis, il y a un côté qui est lié vraiment aux formes de la technologie et à comment on se réapproprie de ça. Et c'est en lien aussi avec le discours sur les nouvelles formes de démocratie et de participation dont on parlait. Parce qu'après, évidemment, tout le côté délibératif, bon, après, mon idée, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire, l'élément de délibération sans un élément de démocratie directe attaché, ça ne marche pas. Mais ça, c'est un débat qui nous porterait, je crains, un tout petit peu trop loin. Mais les exemples de conventions citoyennes qui ont produit des effets, par exemple en Irlande ou par exemple en Islande et dans d'autres, elles avaient toujours un élément délibératif et puis, après la délibération, un élément de référendum. Après le référendum, la démocratie délibérative, tout le monde aime parce que c'est gentil et ça donne des bons résultats. Les référendums, personne n'aime parce que ça donne des mauvais résultats et des trucs. Bon, donc c'est un discours compliqué. Mais c'est aussi un discours qui fait partie de notre discussion, à mon avis. Merci. Et juste en un mot pour revenir sur notre rapport à la technologie et ce passage du online au on-life, en tout cas, ce qui est certain, même si ça n'a peut-être pas été encore analysé parfaitement bien, c'est qu'on sent un consensus très fort, en tout cas dans les travaux que nous menons chez Destin Commun, dans les focus group, on en a fait encore hier avec des Français, des Françaises, ils sont parfaitement unanimes pour dire qu'ils sont mal à l'aise et épuisés de l'agressivité du débat, notamment sur les réseaux sociaux, et de la simplification du débat. Donc au moins, on peut se dire que c'est un sujet sur lequel il y a un consensus, sur lequel il faut construire, bâtir, et c'est ce à quoi nous nous attelons chez Destin Commun. Je crois qu'on va passer aux questions. Pardon ? Bien sûr. Ils cliquent quand même sur les liens bien sûr. Un peu plus Pas tactiques. tous, c'est une petite bulle là aussi, mais il faut y travailler. On passe aux questions. Il y a plusieurs questions très intéressantes. Je vais les partager avec vous dans un instant. On va en prendre plusieurs. Une question de Paul Lecuzia. J'en partage 3 avec vous et puis répondra qui voudra. J'ai une question à propos de l'engagement politique, nous dit Paul. Je serais intéressé de savoir ce que vos invités estiment être le lieu d'engagement politique le plus efficace pour passer à l'action, car l'urgence climatique et sociale nous y oblige. Le micro est tendu à Priscilla.
Quelle est, selon elles et eux, l'avenue ou la méthode la plus efficace pour amorcer le changement? Et puis, question de Yann Sevelek, pour rester dans la même veine, à quelle opposition faut-il s'attendre dans l'amorce de ces changements? Comment les combattre efficacement? On en a un peu parlé déjà du point de vue du pouvoir et de l'État. Et puis, une question de Julie, qui est similaire à celle de Paul. La société citoyenne bouillonne, mais l'État résiste, est contrôlé par les intérêts existants et les citoyens ne se retrouvent pas dans les partis politiques, abstention, etc. Comment augmenter le pouvoir de cette société civile pour que l'État soit forcé à s'adapter? On y revient. Il semble que plus d'engagement politique soit nécessaire, mais est-ce possible? Voilà. Beaucoup de questions. Priscilla, est-ce que... Oui, je peux réagir rapidement et passer la parole ensuite. Ça tourne beaucoup autour du pouvoir d'agir. Alors du coup, ça me parle un petit peu, mais voilà, moi je vais être un peu radical. C'est-à-dire que je considère qu'on arrive dans un système qui est essoufflé complètement, et avec des mécanismes complètement obsolètes. Si je reste sur le sujet de l'image numérique, je dirais qu'on doit mettre un nouveau logiciel, une mise à jour à faire. Et pour moi, elle se traduit par la casse complètement de la manière de décider, la manière de construire les décisions, la manière de voter. Tout à l'heure, on parlait du renouveau démocratique, et je pense que là, avec cette transition écologique, et pour moi, elle ne peut pas aller sans cette transition démocratique. Si on se heurte toujours à ce mur, c'est parce qu'il est élevé toujours de la même manière, par les mêmes profils, avec des liens d'intérêt qui font qu'il y a des positions les dés sont pipés, comme disait Laurence, sur certains sujets. Et donc, du coup, pour moi, c'est à ce niveau-là qu'il faut casser les choses. Et la société civile, à travers les ONG, à travers les différents mouvements sociaux, font ce constat. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup à de la transversalité. Parce qu'une fois qu'on a fait son constat, chacun dans sa lutte, dans ses causes, on est cloisonné. Alors oui, c'est nécessaire d'avoir de l'expertise pour pouvoir porter des plaidoyers. Mais ensuite, on voit, en fait, en discutant avec les uns les autres sur différentes causes défendues, que chacun et chacune se heurte toujours au même mur, en fait. Donc l'idée, c'est peut-être aussi qu'il y ait de la transversalité dans ces mouvements-là et qu'ils œuvrent ensemble pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'agir et revendiquer ce nouveau logiciel. Et c'est un nouveau logiciel dont on ne veut pas entendre parler au niveau des institutions, parce que ça casse un mode de fonctionnement qui est établi depuis un certain nombre d'années et qu'on ne veut pas changer. Merci. Laurence, vous voulez réagir? Plein de choses. Bon, rebondir sur ce que tu disais, Julie, en disant tout le monde trouve les délibérations très sympas et personne n'aime les référendums. Bon, d'abord, en Irlande, ils ont adoré leur référendum. Et ils ont bien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, on a besoin de beaucoup de délibérations collectives parce qu'on a besoin de ce statut du citoyen. On a besoin de se transformer en citoyen. Si on veut passer de consommateur à autre chose, à cette vie du bien-être, cette économie du bien-être, bon, il y a quand même beaucoup de boulot à faire, chacun. Et s'il n'y a pas de délibération, il n'y a pas d'information, il n'y a pas formation, il n'y a pas pouvoir d'action, création du pouvoir d'action. Merci, Priscilla, parce que depuis... Enfin, bon, je travaille en anglais, donc j'utilise tout le temps le mot agency. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens... le mot français est très laid, c'est l'agentivité. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et j'ai regardé, après, aujourd'hui, j'ai fait un texte en français, donc je cherchais quand même quelque chose de mieux que agent truc, là. Et c'est pouvoir d'action, en fait. En fait, c'est pouvoir d'agir. Et c'est ça dont on a besoin. Alors, et donc, du coup, on a besoin de reconstruire cette délibération collective parce que les gens ne sont pas dans la situation de pouvoir agir. Ils n'y croient pas, ils pensent que ça ne va pas marcher, que c'est impossible. Et même ces citoyens, cette expérience incroyable, j'en suis pas encore remise, même ceux qui se sont mis à ne pas faire de la politique ou à en faire, de toute façon, ils sont transformés, même si... En pratique, le monde établi leur a filé des baffes, quoi, pour être grossière. On leur a dit, vous n'êtes pas compétents, vous avez été complètement vraiment manipulés par des Verts, vous êtes des Khmers verts, vous êtes des Amish. Ils en ont entendu de toutes les couleurs. Et malgré ça, vous voyez les gens là, les aides-soignantes à la retraite, l'ancien pompier... lui, ça lui a changé sa vie. Exactement ce qu'ont dit les Britanniques dans le petit film formidable, d'ailleurs, qui a été fait sur la Convention citoyenne Royaume-Uni. Ils ont dit, ça nous a changé notre vie. Et on est obligé, c'est long, hein,
Mais c'est pour ça qu'il faut généraliser ces processus, parce qu'il faut que les gens changent leur vie. Il faut qu'ils changent leur capacité à pouvoir agir. Après, c'est vrai qu'en écoutant David, du tout, ça donne des idées sur l'infection de l'État. Parce que quand même, sinon, on a toujours le mur. Il y a un complot les médias, qui est en train de se préparer devant vos yeux. Il faut l'infecter. Mais enfin, dans la bonne manière, hein, qu'il soit sensible à, justement, ces bonnes bactéries-là qui sont en train de nourrir dans la société française. Et j'ai eu, il n'y a pas longtemps, parce qu'on réunissait toute l'équipe, enfin, online, on life, de l'équipe de ECF, donc il y avait 300 personnes. Et il y a une jeune Tchèque formidable qui fait un travail formidable en République tchèque et qui nous a dit, vous savez, les élections, ça va être dramatique, ça va être bien pire que ce qu'on a. Bon. Mais il y a les fonctionnaires. Et puis, vous savez, il y aura la présidence tchèque de l'Union européenne après la France. Et elle a dit, mais il y a les fonctionnaires. Et c'est vrai, on peut infecter l'État parce que c'est des gens. Il y a même des préfets qu'on peut infecter. Des parents, qui sont des citoyens. Et puis qui sont des personnes. En plus d'être fonctionnaires. Et du coup, alors on va lancer une grande action pour les fonctionnaires tchèques. Mais je me suis dit, au fond, parce que c'est déjà en train de mûrir en France, des réseaux de gens qui se disent, nous, on veut un autre État. Et au fond, peut-être qu'il faut repartir de là, des personnes dans l'État, et pas penser organisation, gouvernance, rôle des préfets, décentralisation, mais qui sont ceux dans l'État. Voilà. Donc voilà, ça m'a donné... Priscilla a une anecdote sur les fonctionnaires. On y va et après on prend une dernière question. Non, ça m'a rappelé juste rapidement ce que Laurence dit, c'est qu'on avait initié un tour des ministères avec 3 amis manifestants pour remettre une synthèse des revendications. Et en fait, nous, on y allait en se disant, de toute façon, on va se faire mal accueillir. Donc, on n'y allait pas spécialement sereinement. Mais en fait, on a été très étonnés, puisqu'on arrivait en fait en fin de journée souvent. Et les fonctionnaires qui sortaient, en fait, nous reconnaissant, nous remerciaient et ont même pleuré. Et en fait, on n'a pas pris la mesure et voilà, c'est ça, on n'a pas pris la mesure de leur implication au quotidien au sein de ces ministères et peut-être de la volonté qu'ils avaient d'agir aussi, mais peut-être qu'ils ne savaient pas forcément comment, avec qui. Ils font déjà au quotidien par leur métier finalement, mais il y a aussi un certain mal-être, j'ai l'impression. C'est vraiment étonnant de voir ça. Si je peux dire juste 3 choses. La première, sur les fonctionnaires, c'est des gens comme les autres et même peut-être presque un petit peu différents, parce qu'en fait, quand ils s'engagent dans la fonction publique, ils le font parce qu'ils ont le sens de l'intérêt général et du service public. Et ils ne le font pas pour l'argent. Hein. Ça, je ne vous apprends rien. Hein. Jusqu'à nouvel ordre. Voilà. On est payé pour le savoir. Et si vous voulez, il y a un rapport d'un très bon collectif qui s'appelle Nos services publics, qui est sorti hier ou avant-hier, qui disait 90% des agents publics ont un mal-être au travail, quel que soit leur niveau d'ailleurs, hein, dans la hiérarchie. Ce qui montre à quel point, et ce n'est pas juste la faute de l'État managérial, etc., c'est la faute d'une perte de civilisation de l'intérêt général, quoi. C'est-à-dire voilà, ce que l'historien Cyril Nilly appelle la civilisation républicaine, l'idée qu'il y a un intérêt général qui est irréductible à la somme des intérêts marchands, particuliers, etc. Et donc, effectivement, cette idée d'infection, moi je préférerais dire d'infiltration, parce que infection, ça rappelle de trop mauvais souvenirs. Mais il y a de bons micro-organismes. Mais c'est l'idée, au fond, de dire on va reconstruire cette conception de l'intérêt général, mais sur des bases matérielles un petit peu différentes. Je voulais juste dire 2 mots sur la conflictualité, parce qu'il y avait une question, à quoi on s'affronte. Alors, on s'affronte toujours en politique, c'est le principe de la démocratie, c'est de faire du 1 avec du 2. Hein. Donc, on s'affrontera toujours à des choses. Il y a des lobbies, il y a l'économie thermofossile, il y a toujours des intérêts organisés. Il y a des intérêts organisés qui résistent. Mais d'une manière générale, moi, ce que je reproche un petit peu à certains écolos français, par exemple, c'est de ne pas utiliser... On est dans des sociétés qui sont extrêmement polarisées. Quand les sociétés sont extrêmement polarisées, l'objectif, c'est plutôt d'aller vers un plus haut niveau de réconciliation ou de cohésion. Quand les sociétés sont extrêmement prospères, cohésives, etc., très bien, divisons-nous. Mais quand on est dans un niveau de polarisation extrême, il faut plutôt essayer de réparer, de guérir, de réduire les fractures. Et je trouve qu'il y a chez certains écolos français un discours un peu lutte des classes qui consiste à dire, au fond, on va refourguer notre discours sur la conflictualité sociale à l'aune de l'écologie. Alors que je pense que la cause écologique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflictualité. Hein. Je ne suis pas dans l'angélisme techno-positif là, qui consiste à dire que l'innovation et le capitalisme vont résoudre tous les problèmes. Mais
faisons plutôt de l'écologie un discours d'unification de nos sociétés. Une très bonne étude de Destin commun l'année dernière, que je cite dans le livre d'ailleurs, montrait que 83% des Français voyaient l'écologie comme un affect. Ils ont voilà, unificateur, et ils ont la même inquiétude dans toutes les parties de la société, dans tous les territoires du pays. On a une chance, c'est qu'on a cette inquiétude climatique, cet affect écologique qui peut être un vecteur d'unification. Utilisons-le comme ça et ne l'utilisons pas au contraire pour aggraver les fractures par des discours trop pontifiants, trop sectaires, trop élitistes qui vont en plus retarder la transition dont on a besoin. Alors on va dire que David a pour sa part déjà répondu à la dernière question qui nous vient d'une certaine Najat Vallaud-Belkacem en ligne. Nos invités ont-ils, en observant le climat et le paysage politique actuel, une raison d'espérer qu'ils pourraient nous faire partager? En 2 mots, chacun. Vous en avez déjà dit un certain nombre, mais pour terminer. Moi, j'espère parce que, enfin peut-être contrairement à ce que dit David, je trouve que la seule réaction qu'on peut avoir positive vis-à-vis de ce qui nous attend, c'est de continuer à se battre. Mais se battre n'est pas forcément du conflit, c'est se battre contre les problèmes. Et je pense que devenir mettre de l'activisme comme une notion centrale de notre manière d'être au monde, ça, c'est ça la raison d'espérer. De toute façon, on est embarqué. Comme le disait Pascal, on ne peut rien faire d'autre que se battre. Et simplement, je crois que ce qu'il faut arriver, c'est à demander de l'honnêteté à chacun. Si on n'est pas dans la vérité, on ne peut pas éviter ce conflit. On ne peut pas dire... et donc, voilà, à la fois de l'activisme et une question d'honnêteté fondamentale qui, je crois, là, c'est pour ça que le greenwashing, tout ça, c'est dangereux, parce que ça ne permet pas de dépasser justement ces conflits spécifiques pour arriver à quelque chose de commun. Donc voilà, engagement, activisme, ça c'est une bonne raison d'espérer. Merci. Giuliano, en un mot. Merci. Oui, je dois dire, pendant la crise du Covid, j'étais parmi ceux qui étaient un peu fatigués par ces questions de monde d'après. Je pense que ça a frappé beaucoup d'entre nous, et j'étais plutôt parmi ceux qui disaient même, les gens ont plutôt envie de revenir à leur vie normale précédente. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que quand même, par contre, j'ai sous les yeux toute une série de situations dans lesquelles, en réalité, la narration, pour revenir à ça, a changé de façon surprenante à la suite de la crise du Covid. J'ai mon expérience italienne, avant tout, qui est très frappante, parce qu'aujourd'hui, pour une série de raisons qu'on ne va certainement pas détailler ici, je vois des amis italiens quand ils viennent ici, et j'y vais de temps en temps, et ils m'ont l'air fous, parce qu'ils sont d'un optimisme, alors j'ai l'impression qu'ils ont pris quelque chose, hein, évidemment, les milliards du plan de relance ont quelque chose d'assez important à jouer là-dedans, mais ils sont comme fous, hein. Et ce n'est pas que l'argent, c'est-à-dire l'argent est un vecteur très important, mais il y a toute une série d'autres conditions qui sont en train de se produire. Alors, bon, moi, je les regarde comme ça, avec un peu de perplexité, mais c'est un changement de narratif très impressionnant. Et d'un autre côté, on voit partout des forces, des mouvements qui ont changé de narration. Parce que par contre, si on regarde les mouvements nationaux populistes, le basculement qu'ils ont fait en devenant d'absurdes mouvements libertaires, aujourd'hui partout où la démocratie est défendue par des néo-nazis dans des manifestations en Allemagne et ailleurs qui manifestent. Et on voit justement que cette crise force énormément de sujets à changer de narration, d'un côté, de l'autre. Et donc, ça offre en effet une raison d'espérer. Ma voix se casse, donc c'est une indication encore plus que les gestes que vous faites de m'interrompre. Mais je crois qu'il y a vraiment une opportunité là, donc probablement pour la France aussi.
Et le dernier mot est pour Priscilla, une raison d'espérer. C'est pas facile. C'est pas facile, mais moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est la reconnexion naissante que je vois. Je l'ai vu au début du mouvement des Gilets jaunes où les gens étaient juste contents de se retrouver. Enfin, et on choisit un espace assez inédit, un rond-point. C'est pas le lieu qu'on imagine investir pour aller parler de son quotidien. Et juste des gens qui, entre voisins, on se côtoie pas forcément, on ne se parle pas, on ne se raconte pas les problèmes. Et là, les gens se retrouvaient et se racontaient leurs problèmes, alors que c'est souvent un sujet gênant. Qui les pousse à s'isoler. Donc sortir de l'isolement et la reconnexion, c'est l'espoir que... Enfin, j'ai l'espoir que ça donne quelque chose de positif par la suite, que ce foisonnement intéressant et positif du coup, puisque c'est le partage. Merci beaucoup. Et c'est tout à fait dans la ligne de destin commun que de terminer sur cette note positive et constructive. Merci infiniment à tous d'avoir suivi ce débat. Tous vos commentaires nombreux dans le chat seront conservés et partagés, ainsi que cette conversation qui a été enregistrée. Merci Giuliano D'Ampoli, Laurence Toubiana, David Jazz et Priscilla Ludowski. Merci beaucoup. Bonsoir.